Et on passe à l'invité du jour autour du thème Togo Covid-19, protocole d'inhumation des corps suspects ou infectés. L'invité du jour s'appelle M. Sani Amidou, ingénieur sanitaire, chef division assainissement de base. Bonjour M. Sani Amidou. Bonjour M. Samuel. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous pour échanger davantage sur la maladie Covid au Togo. Merci beaucoup. Covid-19, protocole d'inhumation des corps suspects ou infectés. Comment ces corps infectés ou suspects, comment le travail se fait? Merci beaucoup pour cette question qui est d'actualité. Et il faut reconnaître que depuis que Covid a commencé en mars 2020, nous avons malheureusement eu 53 décès à ce jour. Et donc les décès que nous avons dans les centres de santé et également aussi au CHUSO, au CHU Campus, donc ont été enterrés de façon digne et sécurisée. C'est un élément fondamental parce que quel que soit le type de mort, il est important que la personne soit réellement bien enterrée. Et comment nous le faisons? Au fait, à première vue, quand le personnel constate la mort d'une personne, sur le champ, nous avons sur le centre ou bien le lieu où on se trouve, il y a un hygiéniste et il y a aussi le clinicien. Et ensuite, cette personne décédée est mise dans un sac mortuaire pour limiter l'exposition des autres et envoyée dans un coin d'isolement. Aujourd'hui, nous avons l'avantage, par exemple, au CSI Lomé Commune, nous avons une morgue à laquelle nous envoyons le mort pour disposition à prendre. Lorsque le corps est isolé dans cette zone, nous rentrons en contact. Le médecin qui a constaté la mort informe les parents du décès. Et donc, les parents étant informés, on revient à nous pour nous informer que voilà la situation qui prévaut et nous devons prendre les dispositions nécessaires pour l'enterrement. Bien avant ça, au départ, c'est les services techniques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins qui s'en occupaient pour les enterrements. Mais il s'est avéré que, vu la charge de travail que nous avons, le gouvernement a opté une pompe funèbre pour exécuter les actions, surtout dans la commune de Lomé, où nous enregistrons de nombreux cas. Et donc, c'est à partir de ce moment que le clinicien nous informe du décès et nous rentrons en contact avec d'abord les parents pour voir quelle période idéale est bon pour qu'on puisse enterrer. Mais ce qu'il faut reconnaître, quand il y a un décès, on ne peut pas laisser le corps plus de 24 heures parce que ça fait partie des indispensables. Et le maître nous recommande qu'il faut enterrer au plus tôt et un décès de Covid parce que le cas de Covid est infestant. Et donc, par conséquent, nous faisons un effort tout de suite de rentrer en contact avec les parents et nous nous accordons de la période adéquate pour l'enterrement. Et donc, à partir de ce moment, les parents, on échange et on leur dit, voilà la situation qui prévaut. Le clinicien vous a déjà annoncé le décès, mais nous nous occupons des enterrements. Et nous souhaiterions avoir l'aval pour pouvoir aller à l'enterrement. Et c'est ce qu'on échange et on s'accorde et nous informons ensuite le chargé des pompes funèbres. Voilà, on vient d'enregistrer un décès. Donc, on est en échange avec les parents pour arrêter. Le plus souvent, il y a un consensus qui naît le plus tôt et nous informons la pompe funèbre qui vient au centre, au lieu où il y a eu décès, récupérer la dépouille en présence des parents pour aller à l'enterrement. Et pour cette circonstance, nous avons 2 zones d'enterrement. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont chrétiens et autres, sont enterrés au centre de Bekouta, le cimetière municipal de Bekouta. Et pour les musulmans, nous le faisons au centre à Ditukopé, au centre des musulmans à Ditukopé. Et donc, c'est ce processus-là que nous respectons dans l'enterrement d'insécuriser de tout ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, les 53 malheureusement qu'on a perdus. Monsieur Amidou, oui. Comment vous faites pour savoir si la personne est décédée de Covid-19 ou pas? Ok, par rapport à ça, il y a 2 éléments.
D'abord au CHSO, quand une personne arrive, le connaissant les signes cliniques et ce qu'on sort, le personnel est déjà avisé et fait un prélèvement. Et aujourd'hui au CHSO, les prélèvements, au bout de 2 heures de temps, vous avez le résultat. Et donc, quand vous avez le résultat, les cliniciens du CHU, parce qu'il y a une équipe hier qui s'occupe des morts et des malades, s'ils voient qu'ils ne sont pas capables de pouvoir maintenir, bien contenir le malade, ils doivent le faire au centre de prise en charge qui est à Lomé commune. Et c'est là maintenant la prise en charge commence de façon graduelle jusqu'à ce que guérison y ait. Dans le cas contraire, des fois ils restent au CHU parce qu'ils viennent nos parents viennent dans un état un peu retardé, c'est-à-dire dans une situation qui est presque, on retrouve des gens qui arrivent presque mourants. Et donc, des fois, on est obligé de faire même des prélèvements post-mortels pour s'assurer que le gars qui est mort, par exemple, au CHU, n'est pas mort de Covid. Et le plus souvent, nous avons des résultats qui sortent et qui nous donnent la faveur de vraiment enterrer. Et donc, il faut le dire, tout ce qu'on enterre aujourd'hui, c'est des cas Covid que nous enterrons. Et donc, les mesures qui sont idoines doivent être respectées pour éviter la contamination après, lorsqu'il y a une dépouille qui meurt. Vous avez dressé tout à l'heure le bilan. C'est vrai qu'il y a eu mort d'hommes, mais quand on compare cela par rapport à certains pays et de la sous-région et au niveau mondial, on voit véritablement que le Togo fait des efforts. Selon vous, est-ce que ces efforts sont aussi au niveau de l'inhumation des corps? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il peut y avoir infection après le trépas de la personne. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, le Togo fait beaucoup d'efforts parce qu'un suivi est plus conséquent. Depuis la formation sanitaire jusqu'au niveau national où la prise en charge est complète, il y a beaucoup d'actions qui sont faites. Et le personnel de santé et le comité national de gestion de la riposte, des éléments sont bien faits et qu'on a mis les éléments à la place pour que chacun puisse travailler. Aujourd'hui, il faut le dire, dans la sous-région, le Togo est un modèle. Dans les 15 pays de la CEDEAO, le Togo est un modèle parce qu'à longueur de journée, les rapports de chaque pays est donné avec le nombre de cas et le suivi des cas autour. Et donc, même par rapport à l'illumination aujourd'hui, notre illumination vraiment respecte les principes de l'OMS d'un entraînement digne et sécurisé. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous suivons de près tout ce qui se passe et nous respectons la dignité humaine, surtout dans l'enterrement. Parce que l'homme, quel que soit ce qu'il est, s'il décède, il a toutes ses valeurs. Et il faut l'enterrer de façon digne et de façon sécurisée pour que les gens qui sont autour ne soient pas infectés et que la personne a sa dignité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous constatons, la discrimination qui naît, vraiment on est en train de faire des efforts pour réduire cette discrimination dans la communauté. Dans le sujet, on parle de corps suspects ou infectés. Alors, est-ce qu'on peut aller plus en profondeur pour nos chers amis qui nous suivent, pour des corps d'abord suspects et ensuite infectés? Ok, des corps suspects. Quand on parle d'un corps suspect, c'est un corps, peut-être par hasard, qu'on a retrouvé dans une zone peut-être morte. Un corps qu'on retrouve mort quelque part. Et qu'on pense que la mort peut être d'origine de Covid. Si on ne fait pas de test, on parle de corps suspect. Un corps infecté, c'est un corps sur lequel on fait un prélèvement et le résultat dit qu'il est positif. Et quand le résultat est positif, c'est un corps de Covid. Donc une dépouille de Covid et qui demande des mesures. Mais ce qui est intéressant, que ce soit un corps suspect qu'on retrouve mort, il est meilleur d'enterrer par excès que de le laisser à la communauté. Parce qu'on ne sait jamais déjà le corps, des fois on le retrouve dans un état de putréfaction et on ne peut pas pouvoir encore prélever parce que les organes sur lesquels on devait prélever pour avoir le résultat ne tiennent plus. Donc par conséquent, on est obligé de l'enterrer par excès pour éviter que des contaminations soient. Et donc on pense maintenant de suivre tous les contacts par rapport à ce corps. Donc des fois même on ne trouve pas les contacts. Par exemple, quelqu'un qui meurt dans une situation qu'on ne connaît pas, on le trouve suspect et donc par conséquent on fait des efforts pour l'enterrer de façon digne et sécurisée pour éviter qu'il n'y ait pas d'explosion dans la communauté.
Que ce soit les corps suspects Suspect. ou infectés. Infecté, là, c'est plus grave parce Oui. que ce qui est infecté, le temps n'est plus à laisser. Voilà. La preuve qu'on a constatée, quand des gens, par erreur, manipulent dans des ménages un corps qui est censé suspect, Oui. que nous, on n'a pas eu accès, à un moment donné, on retrouve un boom autour de la chose parce que beaucoup de gens sont infectés parce qu'ils ont manipulé ce corps qui était au préalable non connu par le système de santé. Et donc, nous encourageons chacun, en ce qui le concerne, quand il y a un cas, une mort subite dans une zone, en cette période de Covid, de faire un effort et signaler au centre de santé le plus proche pour que des dispositions soient prises pour éviter qu'on enregistre après des milliers de personnes autour de la chose. Voilà. Que ce soit les corps suspects ou infectés. Infectés. Est-ce que vous avez une sorte de suivi au niveau de leur famille, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Oui. vous alertez la famille et après, est-ce qu'il y a contrôle? Bien sûr. Au fait, autour du cas, comme je l'ai dit, c'est au CHUSO, tout de suite, les cas contacts sont énumérés. Ouais. Les cas contacts sont dépistés. Et les cas contacts sont suivis jusqu'à 14 jours pour pouvoir s'assurer qu'au cours de la période, ils ne sont pas infectés. Parce qu'il peut arriver que dans la masse, des gens soient infectés et que si on les prend, on les dépiste, on ne fait pas l'investigation autour des cas, en conséquence, nous allons nous retrouver que des gens encore se sont réinfectés par rapport à celui qui est déjà mort et ça entraîne beaucoup d'éléments pour la santé humaine. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, autour d'un cas, on a un suivi de contact qui varie entre 20 et 25 personnes. Et vous comprenez déjà, s'il y a un nombre qu'on a de cas ou bien de décès, tous ces alentours. En fait, le plus souvent, Oui. ce qui existe, c'est que c'est au CHU qu'on enregistre des gens qui arrivent et qui décèdent sur les gens. Voilà. C'est ça qui est difficile parce qu'ils viennent dans un état retardé et donc faisant que le clinicien n'a pas encore pu travailler, la personne décède. Et donc, par conséquent, on fait un effort pour suivre tous les contacts autour du cas. De la même manière, au niveau du centre de Lomé commune, ça c'est clair, c'est au cours du traitement qu'il peut arriver que quelqu'un décède. Il y a des gens aussi, quand on les prend au CHU dans un état délétère, donc quand ils arrivent, malgré tous les efforts qui soient faits, on n'a pas la chance de récupérer la personne et elle peut mourir. Et c'est pourquoi, même des fois, vous voyez, quand on nous envoie le message, on nous dit le nombre de jours d'hospitalisation que la personne a fait et après quoi elle est décédée. Et donc, on trouve des comorbidités face à l'élément et ensuite, on fait des efforts pour vraiment enterrer de façon digne et sécurisée. Monsieur Sani, on a l'impression que quand on va à l'intérieur du pays, Oui. les mesures de distanciation et autres ne sont pas aussi suivies à la lettre, comme Lomé. On a l'impression que le travail se fait seulement à Lomé. Bon, c'est une manière de voir. Hein. Sinon, des efforts sont faits par le Togo et que le respect des mesures barrières doit être unanime dans tout le pays. Mais il est force de constater que des gens disent que la maladie, c'est à Lomé. Ouais. Mais c'est mal. Les gens ne perçoivent Parce que pas quand la vous chose. parcourez le La Togo preuve, profond, oui. vous pouvez déjà voir, la dernière fois que nous avons eu des problèmes dans la région, la région centrale, Oui. ça a été un souci. Donc, ça qui a entraîné un bouclage de la zone. Parce que les gens ne comprenaient pas que la maladie, c'est seulement Lomé. Mais il a fallu seulement que les fêtes de Tabaski n'arrivent. Des gens se déplacent en masse et vont aller ne respectant pas les mesures barrières, ont exposé plus d'un. Et ce qui a entraîné tout récemment un bouclage avec beaucoup de cas dans la région centrale. Donc aujourd'hui, d'autres régions sont dans le cas. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que sur l'ensemble du territoire national, tous les districts sont contaminés. La plupart, tous les districts. Au moins un cas de contamination. Et maintenant, il y a des districts prioritaires, surtout, c'est le Grand Lomé, donc le district du Golfe et puis le district d'Agoin, qui sont un souci pour nous parce que malgré tous les efforts que le gouvernement est en train de faire, il y a encore beaucoup de gens qui résistent et ils s'exposent davantage. Voilà. Et en conséquence, ce qu'il y a, c'est qu'on enregistre des morts d'hommes et ça nous embête. Ce n'est pas bien. Si on peut vraiment se protéger, respecter les mesures barrières et aller au lavage de mains comme les principes fondamentaux de lutte contre la Covid, ça va aider plus d'un à être à l'aise. S'il vous plaît, comment se fait le couloir de transmission des idées, des pratiques entre Lomé et les coins les plus reculés? Je donne un exemple, entre Lomé et Palimé, entre Lomé et Dany et autres. En fait, ce qu'on connaît aujourd'hui, il y a 3 types de transmission.
la transmission par les voyageurs. Ça, c'est un premier élément. Donc, vous avez des parents qui viennent de l'Europe et vous les retrouvez dans la communauté, dans vos maisons. Et après, un souci, c'est qu'il y a transmission d'hommes. Voilà. Le deuxième élément, c'est les transmissions locales. Donc, la personne quitte. La dernière fois, je prends l'exemple de Sokoré, où les Européens sont arrivés dans le village de Sokoré. Sur de suite, on s'est rendu compte que dans le couvent, il y avait des gens qui ont été contaminés. Et donc, ça a entraîné beaucoup d'éléments. Donc, c'est une transmission locale. Ça s'est convergé dans la zone de couvent. Mais aujourd'hui, ce qu'on enregistre, c'est une transmission communautaire. Communautaire, c'est entre les habitants d'une même zone qui ont été en contact avec la maladie et qui transmettent dans la communauté. Et donc, face à tous ces éléments-là aujourd'hui, c'est la lutte est convergée sur les trois fronts. Le ministère est sur les trois fronts. Récupérer tous les voyageurs qui viennent de l'extérieur, qui montent ou bien qui partent pour l'extérieur. Ensuite, sensibiliser nos communautés par toutes les voies qui sont nécessaires pour vraiment éviter la contamination communautaire. Parce qu'aujourd'hui, la contamination communautaire, c'est ce qui est difficile à gérer. Voilà. Si beaucoup de gens sont infectés et commencent à contaminer et que des gens ne se préservent pas, ne se signalent pas le plus tôt, je pense qu'on expose plus de la population. Et donc, pour limiter cette propagation, il faut réduire le mouvement, c'est-à-dire que ne pas aller surtout partout où on n'a pas besoin d'aller. Ne pas aller dans les grandes foules. Aujourd'hui, vous constatez nos mariages, comment on l'appelle-t-on, visiter les marchés, visiter des lieux publics, aller au bord des bars pour prendre la boisson. Parce que là, on arrive, on ne se protège plus. Les barrières sont vraiment médiocres, pour ne pas dire, parce que la bouche, le nez, tout est ouvert et qu'on ne sait pas parmi nous qui est infecté et qui expose d'un. Donc, tous ces petits aspects et ces voies de transmission, aujourd'hui, que nous sommes en train de vraiment veiller, elles demandent beaucoup d'efforts et les communautés doivent être plus vigilantes pour signaler au plus près aux personnels de santé tous les risques de contamination ou bien des soucis de santé. Parce que les gens comprennent mal que se signaler à cause de la discrimination. En fait, quand on se signale tôt et on est en bon état, c'est mieux que de se taire et de vivre dans un état délétère et trépassé. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, on encourage les communautés qu'ils fassent un effort pour se signaler au plus tôt au 111 ou bien au centre de prise en charge de Lomé 2 pour que, non, c'est là, dans la CHF de Lomé commune, pour qu'on les prenne en charge le plus tôt pour éviter que nous perdons énormément de vies humaines. Parce que si vous voyez nos chiffres, parce que nous tenons, la prise en charge est encore efficace et que les éléments mis en place pour les soins sont acceptables. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que beaucoup d'efforts sont faits, même des scanners, chaque fois sur les malades, pour pouvoir suivre de près pour éviter que nous ayons de morts. Et donc, c'est encourager les communautés que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour mettre à disposition les médicaments, mettre à disposition des cliniciens et mettre à disposition tout le personnel adéquat pour vraiment lutter contre cette maladie. Et donc, nous encourageons les communautés, nos parents, nos frères, que vraiment nous devons faire ce qu'il faut pour réduire l'exposition. Quand on voit les différents types de transmissions, vous les avez énumérés tout à l'heure, les transmissions par les voyageurs, les transmissions locales et les transmissions communautaires, on a l'impression que les trois types de transmissions sont liés parce que ce sont les voyageurs qui viennent, ils sont ici et ça se passe également localement et sur le plan communautaire. L'essentiel aujourd'hui, M. Sani, le travail doit se limiter au niveau de ceux qui quittent l'Europe, ceux qui quittent le reste du monde pour atterrir au Togo. Bon, en fait, comme on l'a dit, vous avez vu qu'en temps, on avait coupé, même les voyageurs ne pouvaient pas rentrer. Effectivement. Et nous avons retrouvé que nos parents étaient laissés pour compte dans des zones. Et le gouvernement a demandé que des gens rentrent. Et ce qui est bon, quand vous rentrez, on vous teste à l'aéroport pour s'assurer que vous êtes bon, en bon état avant de rentrer. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le temps d'incubation étant long, on peut avoir des gens qui sont toujours négatifs. Mais au cours de la période, il peut arriver que des gens qui étaient préalablement négatifs deviennent positifs
Mais dans quelles conditions ils se retrouvent en cette période? Donc c'est ça aussi un autre souci. Oui. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez constater déjà vers la France, les gens pensent de l'arrêt au reconfinement. Parce que le nombre de cas qu'on enregistre le jour devient très important. Donc ce qui veut dire qu'il y a plus de mouvements dans la communauté. Et plus il y a de mouvements, les gens veulent s'épanouir comme ils étaient avant Covid. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que ce qu'on faisait dans le temps sans Covid n'est plus la même chose qu'aujourd'hui quand il y a Covid. Nous devons limiter nos mouvements, savoir où nous devons aller. Si ce n'est pas utile, qu'on réduise ces mouvements. Et espérer être plus près et limiter l'exposition de nos parents. Oui. Vous avez constaté également aussi que c'est les personnes les plus âgées. Parce que quand on fait le lien des décès, par exemple, c'est sur les personnes âgées. Parce que les personnes âgées ont encore des maladies qui tiennent avec le jour et qui demandent, c'est en sorte des maladies chroniques, qui demandent encore, quand Covid rentre, ça devient plus compliqué et ça expose plus d'un. Et donc, par conséquent, nous devons faire un effort pour nous épargner des vieilles personnes, des contacts avec des vieilles personnes, à moins que nous avons un besoin criard d'être avec eux. Sinon, tout le temps, recevoir des gens méconnus, ça expose plus nos parents qui ont un âge très avancé. On voit, on note véritablement vos efforts. Vous êtes le chef de division, comme on l'a dit, assainissement de base. Oui. Vous êtes plus basé à Lomé. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Je reviens à l'intérieur du pays, puisque je le dis toujours, je voyage souvent, je vois les gens qui sont indifférents à cela. Est-ce qu'à chaque localité, votre service travaille de concert avec ces personnes? Il faut comprendre que nous sommes le plus décentralisés possible et que nous avons des collaborateurs à tous les niveaux du pays. Ouais. Et donc, depuis même les centres de prise en charge, vous savez, nous avons ce qu'on appelle le district sanitaire. Dans le district sanitaire, il y a des hygiénistes, des techniciens d'assainissement. Ensuite, nous avons le niveau régional, où se trouve un service régional d'hygiène et d'assainissement qui est là et qui accompagne la direction régionale de la santé pour la prise en charge des problèmes d'hygiène et d'assainissement. Et donc, dans cet élément, nous avons l'avantage toujours d'aller renforcer leur capacité à la maîtrise de la chose. Tout récemment, on venait de renforcer la capacité des collaborateurs sur la prévention et le contrôle de l'infection, qui est un élément fondamental de la lutte contre la Covid. Et donc, qu'est-ce qu'on devra faire pour éviter que nous nous exposons? On a échangé avec chacun d'eux et nous avons un élément qu'on appelle le scorecard, que l'OMS recommande pour permettre à chacun de savoir qu'est-ce que je dois faire pour s'assurer que je ne suis pas exposé et je n'expose pas les patients chez moi. Et donc, de façon globale, il faut le dire que nous avons une décentralisation, une déconcentration plus poussée. Et aujourd'hui encore, l'opportunité qu'on a, c'est les mairies qui viennent, les communes qui viennent de naître. Voilà. Donc nous avons commencé à intégrer les communes dans nos actions clés et que les maires et tous les acteurs participent à nous accompagner pour la lutte contre la Covid. Et c'est un élément fondamental. Donc où nous en sommes, où nous arrivons, on retrouve toujours un répondant qui permet de lutter efficacement, même si je suis à Lomé. Vous avez sans doute un dernier mot. Mon dernier mot, c'est d'encourager la communauté togolaise que, vu l'urgence qui est prolongée jusqu'en mars, nous devons renforcer les mesures pour vraiment couper la chaîne de transmission. Voilà. Couper la chaîne de transmission, c'est un élément fondamental. Et ça permet à chacun de nous d'être aux aguets et de vraiment s'attendre, ne pas avoir plus de problèmes que les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, vous devez vous rendre compte que c'est graduellement que les actions se font. Vous avez bientôt le 2 novembre, il y a l'ouverture des écoles. C'est ça aussi un élément fondamental. Nous avons réouvert, et le gouvernement a fait rouvrir les centres les choses de prière et consorts, et un suivi conséquent est fait. Donc, chaque fois, graduellement, en fonction de l'allure, on ouvre pour compléter. Donc, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de voir comment rouvrir les écoles pour vraiment aller vers la couverture universelle. Parce que quand on a toutes les actions en cours, ça nous demande encore beaucoup d'efforts pour un meilleur suivi. Allez. Donc, je tiens à remercier les communautés et vraiment surtout par rapport au protocole d'inhumation, ça reste fondamental. Ouais. Un mort de Covid, c'est un mort de plus. Ouais. Et que nous pensons
qu'on ne devra pas aussi laisser un mode de Covid traîner 24 heures. Parce que c'est des suspects ou bien des infectieux et qui exposent plus d'un. Donc, et c'est pourquoi, quand il y a décès, nous prions les communautés qu'on va enterrer le même jour pour limiter l'exposition. Merci beaucoup, M. Sani. Courage à vous. Merci beaucoup. On retient que vous êtes ingénieur sanitaire et chef division assainissement de base. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci on beaucoup. marque une petite pause. On revient pour le journal. On revient pour Regard croisé.